Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes câblé 94.3 Radio Cotonou. Le 10 janvier 1994 à Dakar, grâce à un traité, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a vu le jour. L'ambition des 8 pays dont le Bénin était noble. Entre autres, une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun et une union économique. Les années se sont écoulées. Que pèse l'institution à ses noces de perles? Oui, sur l'émission Franc-parler de ce dimanche, nous allons faire un zoom sur les différentes mutations subies par l'UEMOA durant les 30 années de vie. Le Bénin étant membre de l'Union, nous n'allons pas occulter sur ce plateau les actions en faveur de notre pays. Pour cet exercice, nous avons invité une personne de ressources de premier plan au Bénin. Bonjour à vous, monsieur Yaovi Bachassi. Bonjour, bonjour monsieur Naoum. Vous êtes le représentant résident de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à Cotonou. Pour avoir accepté notre invitation, oui, la fréquence municipale vous dit merci. Merci à vous pour votre invitation également. D'accord. Merci beaucoup à vous et à la mise en onde de cette émission. Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, vous pourrez donc intervenir comme toujours sur cette émission. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre d'appeler nos différents numéros pour intervenir 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp, des questions au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour, monsieur Bachassi. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. D'accord, merci beaucoup. Vous avez échoué par ambition personnelle au sein de l'UEMOA ou bien c'est un concours de circonstances? Merci, disons que... ne soyez pas gênés, c'est comme ça ici. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je pense que... ce n'est pas véritablement un accident. D'accord. Parce qu'avant l'UEMOA, j'ai travaillé pour l'Union européenne. D'accord. Et je travaillais justement sur la coopération de l'Union européenne avec nos deux organisations en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO et l'UEMOA. Donc c'est naturellement que par un concours de circonstances, l'UEMOA avait besoin de créer au sein de la Commission une structure en charge de la coopération avec l'Union européenne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'UEMOA depuis 2012. Depuis 2012. Voilà. Alors, jusqu'à ce jour, le parcours est riche ou bien semé d'embûches? Bon, disons que le parcours, on peut dire qu'il est riche, puisque 2012, la structure en question, qui est la cellule de gestion du Fonds européen de développement, a été mise en place au niveau de l'UEMOA et fonctionnelle pour mieux travailler sur la coopération avec l'Union européenne. Vous savez que c'était un partenaire assez important de l'Union. De toutes les façons, si vous regardez un peu l'architecture institutionnelle et le système juridique de l'Union, et l'UEMOA, ça s'inspire fortement de ce que l'Union européenne est. Voilà, ça s'est beaucoup inspiré du fonctionnement de l'Union européenne pour créer, en tout cas, l'UEMOA. D'accord. Voilà. Et vous représentez quel pays au sein de l'Union? Disons que je suis au départ ressortissant du Togo. Voilà. Voilà. Et j'ai fait, disons, de 97 à 2020 au Burkina Faso. Okay. Donc j'ai fait... Pour étudier? Non, disons en partie une année d'études. Après, disons, j'ai travaillé à l'université également en tant qu'enseignant-chercheur. Okay. Avant de me retrouver à l'Union européenne, puis à l'UEMOA. D'accord. Voilà. Donc je suis ressortissant du Togo. D'accord. Donc ça fait 12 ans hein, que vous êtes dans le tuyau de l'UEMOA, c'est ça? Tout à fait, oui. Ça fait 12 ans, oui. Alors, qu'est-ce qui a milité en votre faveur pour vous retrouver à Cotonou? Bon, disons que pour nommer un représentant résident, oui.
Il revient aux autorités de la commission de l'UEMOA d'étudier les ressources humaines qui sont à leur disposition. Et je pense que le fait que j'ai travaillé auparavant pour l'Union européenne dans un partenariat sur la coopération, sur la diplomatie, sur les relations internationales, je pense que ça a beaucoup joué pour que je me retrouve en tant que représentant résident à Cotonou. Est-ce que vous étiez animé de bonnes intentions ou est-ce qu'il y avait une chaleur quand même quand vous aviez eu donc cette information? Bien entendu, vous savez que j'ai l'habitude de dire que le Togo et le Bénin, on peut dire que c'est un peu une anomalie de l'histoire. Ok. Bébé siamois, c'est ça? Ce sont des siamois, hein, ce sont des jumeaux. Et des deux côtés, vous allez voir que du sud au nord, c'est pratiquement les mêmes populations, la même géographie. Et donc, me retrouver à Cotonou, c'est en quelque sorte me retrouver aussi à Lomé, quoi. D'accord. Voilà. Vous avez retrouvé une équipe comment sur place? Disons que c'est une équipe très légère. Il y a le personnel local, donc constitué de Béninois. Voilà, qui nous accompagne, en plus du conseiller, qui est aussi un expatrié ressortissant de l'Union. Une bonne équipe? Bon, une très bonne équipe qui nous accompagne dans cette mission. Et surtout... C'est la vérité au micro ou bien la vérité pure, tout simplement? Non, c'est la vérité pure, puisque, vous savez, les expatriés, ceux qui ne sont pas béninois, mais qui sont de l'Union, viennent et repartent. Mais la mémoire de la maison, c'est beaucoup plus les Béninois qui sont sur place et qui servent de mémoire et qui accompagnent au mieux le représentant résident qui arrive et qui n'a pas l'historique forcément de l'expérience du bureau. Alors, vous avez passé combien de temps déjà au Bénin? Disons que ça me fait 4 ans. Ça me fait 4 ans maintenant. Je suis arrivé en août 2020. Bientôt 4 ans. Les Béninois s'occupent bien de vous? Ah, tout à fait. Vous n'avez pas dit les Béninoises. Bon, sinon peut-être que je serais déjà reparti. D'accord, vous vous sentez bien en tout cas. Merci de planter ce décor avec nous pour entrer vraiment dans le vif du sujet. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, présentez-nous un peu votre union. Ou notre union. Oui, c'est notre union, c'est mieux. Parce que c'est pas mon union, c'est notre union. Voilà. Nous travaillons pour les populations, nous travaillons pour les ressortissants de l'union. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a vu le jour, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le 10 janvier 1994 à Dakar, par la signature du traité fondateur par les pères fondateurs de l'Union. Alors, il faut planter un peu les décors parce que 10 janvier, c'était à la veille de la dévaluation de notre monnaie commune, qui est le franc CFA. Le franc CFA, c'est, disons, un héritage historique. Et justement, 7 pays utilisaient cette monnaie en Afrique de l'Ouest sans avoir une économie commune. D'accord. Alors, l'économie, tout le monde vous dira que c'est l'économie qui fait la valeur d'une monnaie. Alors, d'évaluer la monnaie, les pères fondateurs ont réalisé qu'on ne pouvait pas gérer une monnaie commune sans faire des politiques économiques communes. Et donc, pour éviter qu'à l'avenir, il ne puisse avoir à nouveau une dévaluation, ils ont mis en place, en complément à l'union monétaire qui existait déjà, une union économique pour, en quelque sorte, créer un marché commun, un territoire commun, des politiques sectorielles communes, un marché, disons, un peu plus large, concurrentiel, dans lequel la libre circulation des personnes, des biens, le droit d'établissement et tout ce qui est lié au marché commun, l'union douanière, vous en avez parlé, puisse circuler librement, avoir un marché un peu plus conséquent pour pouvoir assurer le développement et le bien-être des populations. J'ai parlé à dessein de 7 pays parce que au moment de la création de l'union, il n'y avait que 7 pays fondateurs. Tout à fait. Voilà. C'est par la suite que la Guinée-Bissau a rejoint le mouvement. A rejoint notre union. Donc, c'est la seule adhésion d'ailleurs depuis la création de l'union. Et donc, aujourd'hui, c'est 8 pays membres. 8 pays membres de l'union. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. D'accord. Voilà. Donc, c'est à peu près 147 millions d'habitants. Et vous comprenez que, pris individuellement,
les États ne peuvent pas vraiment attirer les investissements étrangers. Vous savez que si vous prenez le cas du Bénin, les autorités travaillent véritablement à développer, industrialiser le pays. Mais pour un investisseur, venir rien que pour la juste population du Bénin, c'est sûr que ce n'est pas très rentable. Mais voilà. Si l'investisseur se réalise que ça fait 147 millions d'habitants, consommateurs potentiels de l'Union, parce que c'est vraiment l'objectif, le marché n'est plus national, il est plutôt régional. Et donc, ça peut être un peu plus attractif pour les investisseurs étrangers. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Du chemin a été fait. Oui. Et cette année, nous célébrons le 30e anniversaire. Voilà. Ce 30e anniversaire est célébré sur le thème UEMOA 30 ans, une expérience d'intégration résiliente face aux chocs exogènes. D'accord. Voilà. Alors, avant de rentrer vraiment dans le volet célébration, je voudrais savoir avec vous, quelles sont les grandes mutations qu'on peut noter depuis 30 ans? Quelles sont les modifications que les États membres ont apportées pour véritablement arriver à ces 30 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut noter de façon fondamentale? Nous reviendrons beaucoup plus en détail au cours de nos échanges. D'accord, allez-y. Mais l'UEMOA, au fait, travaille principalement sur 3 piliers. D'accord. D'abord, le pilier gouvernance économique et convergence. Et là, l'UEMOA travaille à assainir la gestion des finances publiques par une série de réformes, notamment la surveillance multilatérale qui a été mise en place, les pactes de convergence qui permettent aussi de fixer un certain nombre de critères aux États qui doivent respecter dans la gestion de leur budget. Ensuite, j'ai parlé des finances publiques, une série de réformes. Tout cela pour assurer la transparence dans la gestion des fonds publics, mais aussi l'harmonisation de la fiscalité. Vous savez que les États... On parle de transparence, mais on continue de lutter contre la corruption. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est un processus de longue haleine. D'accord. Voilà, c'est un processus de longue haleine, mais surtout au niveau étatique, au niveau macroéconomique, les États ont mis en place une série de mesures pour assurer davantage la transparence dans la gestion des finances publiques. Vous allez voir qu'il y a un code de transparence au niveau de notre Union. Nous avons aussi, vous savez, les cours des comptes. Avant, ça n'existait pas dans certains pays. Je crois qu'au Bénin, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt en 2021 que la Cour des comptes a été mise en place. Tout cela pour contrôler la bonne gestion, la bonne application des procédures dans les dépenses publiques. Donc, il y a ce volet-là, n'est-ce pas? Transparence, gestion des finances publiques, mais aussi les recettes, n'est-ce pas? La fiscalité, où il y a une série de directives pour amener les États à avoir les mêmes politiques en termes de fiscalité. Il y a eu l'harmonisation de la TVA, par exemple, les droits d'accise, un certain nombre de directives également dans le domaine de la fiscalité. Quel est le chemin parcouru? En ce qui concerne le second pilier, le marché commun, voilà. Il y a une série de mesures ou d'acquis, une série d'acquis au niveau... D'abord, quand on parle de marché commun, oui, cela représente quoi concrètement pour les populations? Pour les populations, marché commun, vous savez, d'abord c'est les marchandises. D'accord. Les marchandises, les biens. Et puis, il y a aussi les facteurs de production. Les marchandises, il faut les produire. Et au niveau de l'Union, lorsque nous parlons de liberté de circulation des biens, cela signifie que les biens qui sont produits, par exemple, au Bénin, peuvent être vendus dans les autres États membres comme si c'était au Bénin. Parce qu'auparavant, c'est quoi? Auparavant, c'est que si vous produisez, vous transformez industriellement des produits au Bénin, c'est que vous devez franchir un cordon douanier à la frontière et vous devez payer les droits de douane. D'accord. Voilà. Ce qui fait que vos produits ne seront pas concurrentiels par rapport aux produits nationaux, puisque les produits nationaux ne payent pas ce que vous payez au cordon douanier. Voilà. Donc, c'est de désarmer sur les produits originaires. Et lorsque nous parlons de produits originaires, il y a les produits agricoles,
il y a les produits de l'élevage, il y a les produits de la pêche, qui circulaient déjà librement à la faveur des acquis de la CEDEAO, au moment où l'UEMOA a été créé. Mais en ce qui concerne les produits industriels, l'Union a mis en place à partir de 1996 un schéma de libéralisation qui a abouti en 2000 à une totalité de libéralisation. C'est-à-dire que tous les produits qui sont fabriqués, le ciment qui est fabriqué au Bénin, le jus qui est produit au Bénin, ainsi de suite, les pâtes alimentaires qui sont produites ici, ainsi de suite, peuvent être vendus sur le territoire des autres États membres sans supporter un droit de douane. Voilà. Donc, nous avons établi une union douanière à partir de 2000. C'est effectif. C'est effectif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les produits, par exemple, industriels, les produits agricoles, pêche et tout ça ne sont pas concernés par ce qu'on appelle l'agrément et le certificat d'origine. En ce qui concerne les produits industriels, il faut que ces produits-là soient originaires de l'Union. Il y a des critères qui permettent, parce qu'il ne faut pas amener les produits de l'extérieur et vouloir les faire passer comme si c'était des produits originaires. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent de donner un agrément à un produit industriel transformé localement et qui permettent à ce produit-là de circuler librement. Alors, ça, c'est les produits industriels. Si je suis importateur, par exemple, et j'importe du riz de notre pays, au Bénin, et que je reviens ici... Je déballe tout et je remets ces produits donc dans des emballages avec griffes fabriquées au Bénin et tout. Comment vous faites pour savoir? Très bien. Déjà, je voudrais saisir l'occasion de votre question pour compléter ce que j'étais en train de dire. Allez-y. C'est-à-dire que les produits locaux, si nous prenons le riz dont vous parlez, aujourd'hui, heureusement, le Bénin commence à produire du riz. N'est-ce pas? Ce riz-là, localement, est vendu sur le territoire et peut être vendu dans les autres États de l'Union. D'ailleurs, l'usine qui s'est installée il y a juste 2 ou 3 ans maintenant a eu l'agrément pour pouvoir vendre dans les autres États membres. Maintenant, si c'est un riz importé de l'extérieur, il va supporter des droits de douane lorsqu'il est importé. Déjà. Vous voyez un peu. Donc, déjà, votre produit, normalement, dans les mêmes conditions et le même niveau de qualité, votre produit ne sera pas concurrentiel, sauf si vous l'avez importé en contrebande. Vous devez payer les droits de douane au port de Cotonou, par exemple. Donc, les coûts renchérissent déjà. Effectivement. Voilà. Donc, vous supporterez les droits de douane à l'entrée du territoire. Donc, vous l'avez déjà supporté. Maintenant, si vous le conditionnez pour le revendre sur les autres États membres, il faut s'assurer que votre entreprise a reçu l'agrément. L'agrément pour le faire. Voilà. Est-ce que votre produit tel que vous le... Sauf si vous faites de la contrefaçon. C'est-à-dire que vous utilisez la marque, le nom du riz d'un producteur local et lui, il veillera aussi pour que vous ne puissiez pas le faire. Voilà. Donc, il n'y a aucun moyen que vous puissiez réemballer et puis réexporter sans qu'on sache, parce qu'on connaît les riz. Le riz produit au Bénin a un agrément, un certificat d'origine qui permet de franchir le cordon douanier des autres États membres sans supporter les droits de douane. Voilà. Donc bon, on était en train de parler de ce que l'UEMOA... Le processus. Voilà, le processus, c'est la mutation. Donc, l'union douanière, c'est qu'on a mis un tarif extérieur commun également, en dehors des marchandises originaires de l'Union qui circulent librement. Il y a un tarif extérieur commun. Tarif extérieur commun, ça signifie que les droits de douane qu'un produit supporte est le même qu'il vienne au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans l'Union. Ce sont les mêmes tarifs qu'on applique. Donc, si je prends une boîte de tomates en Europe, par exemple, et je dois importer dans la zone économique Union UEMOA, donc c'est les mêmes prix, quelle que soit la destination du produit. Ce n'est pas le prix, c'est les droits de douane. Les droits de douane, tout à fait. Les droits de douane sont les mêmes. Vous allez supporter les mêmes droits de douane dans tous les pays membres. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une union douanière. Parce que si nous parlons de zones de libre-échange, par exemple, là, les États libéralisent leurs marchandises locaux, mais gardent leur politique douanière vis-à-vis de l'extérieur.
Ça relève encore de la souveraineté des États, quand il s'agit de zones de libre-échange. Alors que l'union douanière, comme c'est le cas au niveau de l'UEMOA, il y a un tarif extérieur commun vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc, ce qui concerne les marchandises, par exemple, c'est ça. Nous avons réalisé une union douanière. Et nous sommes en train de travailler aussi à promouvoir la consommation des produits locaux. Vous savez que depuis quelques années maintenant, nos ministres en charge de commerce ont mis en place l'initiative Consommer local UEMOA, qui permet au mois d'octobre de sensibiliser la population. L'objectif n'est pas de consommer seulement local au mois d'octobre, hein. C'est véritablement attirer l'attention, sensibiliser les populations, les consommateurs sur le fait que en consommant local, nous faisons la promotion en quelque sorte des produits locaux, nous promouvons l'emploi, nous promouvons le développement. D'accord. Voilà. En plus de cela, l'Union a mis en place une politique de concurrence pour que les entreprises ne puissent pas s'entendre pour tricher le consommateur, pour parler simplement. C'est-à-dire que les entreprises peuvent par exemple s'entendre pour que le kilo de riz soit vendu à un prix fixe. Ça, c'est des ententes illicites. Voilà. Les abus de position dominante et tout ça. Donc, la Commission veille avec ses États membres pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence au sein de ce marché qui a été créé. Parce que la concurrence crée la performance. Voilà, c'est ça. Et donne le meilleur, disons, le meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs. Donc, il faut veiller à ce que les règles de concurrence jouent pleinement pour le bénéfice du consommateur. Donc, je peux m'arrêter là en ce qui concerne le marché, disons l'union douanière, les biens. Mais lorsque nous parlons de marché également, j'ai parlé des facteurs de production. Il faut produire les biens, mais il y a aussi les facteurs qui permettent de produire ces biens. D'où la liberté de circulation des personnes. Et lorsque nous parlons de liberté de circulation des personnes, nous avons d'abord le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est la facilité qui est donnée aux ressortissants communautaires de circuler dans l'espace comme si c'était leur territoire national. Donc, ce qui fait que si vous êtes ressortissant UEMOA, pour aller d'un État à un autre, votre pièce d'identité, simplement, vous suffit pour circuler. Alors que sans intégration régionale, vous savez bien, il vous faut un visa. Vous devez aller à l'ambassade du pays où vous voulez vous rendre et demander un visa. Et le visa, il vous est accordé d'une façon discrétionnaire. Ça veut dire que l'autorité qui est en charge de la délivrance du visa n'est pas obligée de vous l'accorder et n'est pas obligée aussi de justifier pourquoi il ne vous l'a pas donné. Vous voyez un peu. Oui. Donc pour aller juste au niveau du frère Siaman ici au Togo, s'il n'y avait pas intégration régionale, s'il n'y avait pas UEMOA, il faudrait aller à l'ambassade du Togo, demander un visa qui vous sera donné ou refusé selon l'humeur de la personne qui est là. Mais malgré ça, on prend des jetons là-bas à la frontière. Bon, ben ça, c'est les tracasseries. Ça, c'est une autre question sur laquelle peut-être on reviendra après. Mais ça, c'est des tracasseries. Oui. Et généralement, ce qu'il faut savoir, il faut travailler à ce que les ressortissants soient sensibilisés sur leurs droits. Pour que lorsqu'on leur demande certains paiements illicites, ils puissent faire prévaloir leurs droits. Voilà. Et au besoin même à aller au contentieux, aller en justice contre l'État qui instaure de telles pratiques. Voilà. Sinon, en principe, lorsque vous êtes un ressortissant de l'Union, que ce soit par les aéroports, par la route, par les rails ou autres moyens de transport, vous allez juste montrer votre pièce qui démontre que vous êtes ressortissant de l'Union. Et puis c'est tout. Donc c'est ça le droit d'entrée, c'est-à-dire de circuler librement dans un autre État que son État d'origine sans avoir besoin de justifier d'un visa quelconque. Voilà. Ensuite, vous avez ce que nous appelons le droit de résidence. Le droit de résidence, ce n'est pas juste habiter un territoire, mais c'est le droit d'avoir accès à un emploi et de l'exercer. C'est ça le droit de résidence. Un Togolais peut travailler au Bénin, un Béninois peut travailler au Togo. Voilà. Donc, bon, il y a, vous savez, les zones industrielles, par exemple, ici. On a besoin d'une expertise qu'on ne trouve pas localement. Et si elle est régionale, en principe, il n'y a rien qui interdit à un Ivoirien, à un Burkinabé, à un Bissau-Guinéen
qui a le profil de pouvoir postuler au même titre que les nationaux et d'avoir accès à cet emploi et de pouvoir l'exercer. C'est ça le droit de résidence. Et aussi, une fois que l'on a fini d'exercer cet emploi salarié, de pouvoir résider dans l'état d'accueil, sans qu'on ne vous oppose le fait que vous n'êtes pas un ressortissant national. Ça, c'est le droit de résidence. Libre circulation des personnes aussi, c'est le droit d'établissement. C'est-à-dire que j'ai parlé de droit de résidence qui est un emploi salarié, mais vous pouvez créer votre propre entreprise. Lorsqu'on parle d'entreprise, ça peut être l'entreprise individuelle, de type les professions libérales, n'est-ce pas? Vous êtes avocat, vous êtes architecte, vous êtes médecin, vous êtes médecin, disons, chirurgien dentiste, ainsi de suite. Journaliste. Oui, bah, le journaliste, ça c'est si vous voulez créer votre organe. Oui, tout à fait. Sinon, le journaliste, vous pouvez travailler dans un autre État membre en tant que exerçant le droit de résidence. Effectivement. Avoir envoyé spécial ou, comment dirais-je, représentant d'un organe dans un autre pays, sans problème. Voilà, sans problème. Mais lorsque nous parlons du droit d'établissement, c'est que ces professions libérales-là, vous pouvez créer votre cabinet en tant qu'architecte, en tant qu'avocat, en tant que médecin et pouvoir exercer dans un autre État autre que votre État d'origine. Et donc la Commission a pris une série de directives en direction des États qui aujourd'hui permet, n'est-ce pas, aux autres ressortissants de pouvoir s'établir librement dans les autres États membres. Lorsqu'on parle de droit d'établissement également, c'est la création de sociétés. Je veux créer une société à responsabilité limitée, une société anonyme. Je ne suis pas ressortissant du Bénin, mais je vais m'établir. Par exemple, je veux m'installer dans la zone industrielle de Glodjigué pour transformer telle ou telle matière première. Je dois pouvoir le créer comme si j'étais un national béninois. Voilà, je peux créer ma société. Donc ça, c'est le droit d'établissement. Vous avez aussi la libre prestation de services qui est liée à ça. C'est-à-dire que si je suis établi en tant qu'avocat au Bénin, je dois pouvoir défendre un client qui est au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ainsi de suite. Ça, c'est la libre prestation de services. C'est comme si je peux aller organiser un grand événement à Lomé. Si je suis, par exemple, dans le domaine de l'événementiel. Voilà. Évidemment. La seule chose qui est interdite, que ce soit le droit de résidence de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les emplois de la fonction publique. Lorsque cela relève disons, des activités de souveraineté, par exemple, on n'est pas obligé, de toutes les façons, c'est même interdit, qu'on prenne un autre ressortissant qu'un Béninois, pour être militaire, pour être policier, pour être, voilà. Vous voyez, les fonctions régaliennes sont réservées aux nationaux. Quel est le risque? Qui retourne l'âme contre nous, c'est ça? On fait beaucoup plus confiance à son ressortissant pour les fonctions régaliennes, ces activités régaliennes. Merci donc, beaucoup. Si je peux terminer sur la question des grandes mutations, c'est que au-delà du marché commun, nous avons parlé de droit d'établissement et tout ça. Je veux aussi, parce qu'il peut y avoir des étudiants qui nous écoutent. Nous, en notre temps, j'ai dit que j'ai fait un 3e cycle, par exemple, au Burkina, avant de continuer en France. Mais à l'époque, dans tous les États membres, les ressortissants actuels de l'UEMOA étaient discriminés. C'est-à-dire que pour avoir accès à l'enseignement supérieur dans une université, ce que vous devriez payer en tant qu'étranger, mais ressortissant de l'Union, c'était le jour et la nuit. Tout à fait. Je peux vous donner mon exemple, puisque j'ai fait jusqu'à la maîtrise à Lomé avant d'aller continuer au Burkina. À l'époque, les Burkinabés payaient comme droit d'inscription 7 000 francs CFA. Et moi, j'avais payé 200 000. Voilà. Plus les frais de formation qui m'ont coûté 205 000. Déjà 400 et quelques mille. 400 et quelques mille pour faire mon 3e cycle. Vous voyez un peu. Alors qu'aujourd'hui, il y a une directive au niveau de l'UEMOA qui porte égalité de traitement des étudiants dans l'accès aux enseignements, aux établissements d'enseignement supérieur. Voilà, de telle sorte que on n'a plus le droit de discriminer selon qu'on est national ou on est un ressortissant d'un autre État membre. Donc ça, c'est la question
marché commun. D'accord. Je peux revenir là-dessus avec vos questions. D'accord. Mais pour les mutations, le dernier pilier, parce que j'ai parlé d'un premier pilier qui est le cadre macroéconomique. Tout à fait. Le deuxième pilier qui est le marché commun. Voilà. Et puis il y a un troisième pilier qui est les politiques sectorielles. Voilà. Voilà. Dans les politiques sectorielles, il y a un certain nombre de politiques que l'UEMOA a définies. Par exemple, la politique agricole de l'Union. Par exemple, l'initiative régionale pour l'énergie durable, l'IRED, dans le domaine de l'énergie. Par exemple, la politique industrielle commune, ainsi de suite. Il y a un certain nombre, une série de politiques comme ça qui ont été définies et qui permettent aux États, en tout cas, et puis à la Commission, de pouvoir développer certains projets dans les États membres pour, disons, développer ces secteurs-là. Et donc, parce que le truc, c'est quoi? Il faut pouvoir échanger entre nous, mais pour échanger entre nous, il faut que nous ayons les biens. Et si on ne développe pas ces politiques sectorielles-là, y compris le transport et autres, on ne pourra pas créer un marché commun comme il se doit. D'accord. Donc vous travaillez fondamentalement sur ça. Voilà. Donc le troisième pilier, c'est vraiment les politiques sectorielles dans le domaine des transports, énergie, même ferroviaire, transport aérien, agricole, ainsi de suite. D'accord. Merci beaucoup à vous. Pour les 30 ans, vous avez donc parlé d'une expérience d'intégration résiliente face au choc exogène. Expliquez-nous pourquoi cette bannière pour cette célébration. J'ai indiqué qu'en fait, l'UEMOA célèbre d'une façon particulière la date de sa création tous les 5 ans. C'est pas tous les ans. Cachet spécial. Cachet spécial tous les 5 ans. D'accord. Voilà. Et la dernière célébration, c'était en 2019 pour le 25e anniversaire. Et cette année, nous célébrons donc le 30e anniversaire. Et le thème qui a été retenu, c'est celui-là, parce que nous vivons dans un contexte particulier. L'Union fait face à des défis particuliers qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Voilà. Les défis, c'est les chocs exogènes. Et les chocs exogènes, c'est lesquels vous avez vu, en tout cas, même au Bénin, parce que, au fait, quand on regarde de près, tous les pays de l'Union font face à un problème de sécurité. Voilà. Le terrorisme. Les pays du Sahel, qu'on appelle les pays du front, sont les plus touchés, mais aussi les pays du Golfe de Guinée sont aussi confrontés. L'Union tremble, c'est ça? En tout cas, disons que nous avons ce défi sécuritaire. Sécurité, paix, qui est sérieusement menacée aujourd'hui. Est-ce que c'est la panique générale? On ne peut pas dire que c'est la panique. Si on panique, c'est que ça signifie que on est mort, n'est-ce pas? Donc on travaille, à résister au choc. À résister au choc. C'est pourquoi on parle de résilience. D'accord. N'est-ce pas? Quand on parle de résilience, d'abord, il y a la résilience. Si vous observez un peu tous les acquis dont on a parlé là, ont permis quand même de résister à ces chocs. Sur les 10 dernières années, nous avons observé une croissance économique de 6% environ. Alors que si vous comparez aux autres pays, même les grandes économies comme le Nigeria, le Ghana, les autres pays, même les États au sud du Sahara, même l'Afrique dans son ensemble, en tout cas l'UEMOA fait partie des zones où le taux de croissance est le plus élevé. Donc côté économique déjà, c'est une résilience. Maintenant, lorsque nous parlons aussi de choc exogène, c'est que vous avez cette crise sécuritaire qui est là, mais pas que, parce que nous avons tous été témoins, observateurs de cette pandémie Covid-19 qui a bloqué le monde entier et qui a fait que certaines économies se sont contractées, sinon ont connu la récession. Alors que notre zone, bien que la croissance ait été contractée, nous avons observé qu'il y a eu quand même une croissance, même quand les activités étaient arrêtées à cause de Covid. L'autre chose, c'est que vous avez observé aussi l'inflation qu'il y a eu au début de la crise en Ukraine. Et justement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau de l'Union. Et le fait qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble, et le fait qu'on ait mis en place des mesures robustes pour la gestion macroéconomique, tout ceci nous a permis de résister et de revenir à une croissance
encore forte. Et puis aussi de maîtriser l'inflation. D'accord. Voilà. On va évoluer. Pour la célébration de ces 30 ans, qu'est-ce que vous avez fait à Cotonou? Disons que tous les 5 ans, pour célébrer la création, l'anniversaire de création de notre union, la différence est que nous avons des manifestations dans les États membres. Alors que chaque année, on fait quelque chose de symbolique au siège à Ouagadougou. Cette année, le 10 janvier, à la date précise d'anniversaire, il y a eu une célébration dans la sobriété, vu le contexte évidemment, à Ouaga, qui s'est limité vraiment au personnel et aux membres d'organes de l'Union, marquée par une conférence commémorative. Et nos autorités ont estimé, en accord avec les autorités nationales, qu'on puisse marquer l'événement également d'une façon symbolique, à travers, on ne peut pas faire de grandes célébrations, évidemment, vu le contexte qui est le nôtre, mais célébrer cela à travers également une conférence commémorative. Et c'est ce que nous avons fait jeudi dernier à Cotonou, où nous avons convié le corps diplomatique, les autorités nationales à divers niveaux, le public, les universitaires, pour cette conférence-là sur non seulement le thème central, mais nous avons surtout développé 2 communications. Une première communication qui fait un peu le bilan de l'UEMOA des 30 dernières années, comme nous venons de parcourir un peu, mais aussi les perspectives sur 2040, parce que nous sommes en train de nous projeter pour 2040, pour voir quels seraient, disons, les défis, les ambitions et ce que nous envisageons pour notre union, pour nos populations à l'horizon 2040. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, pourquoi on a pensé au niveau de cette célébration à faire quelque chose à Bruxelles? Pourquoi célébrer les 30 ans à Bruxelles? Je n'ai pas compris. Oui, je vais vous expliquer. Allez-y. Je vais vous expliquer parce que déjà, l'UEMOA, nous avons expliqué que le siège se trouve à Ouagadougou. Donc, en dehors du siège, il y a les bureaux de représentation dans tous les autres États membres. C'est-à-dire que dans les 7 autres États membres, il y a les bureaux de représentation. Et nous avons également un bureau de représentation à Bruxelles, pour 2 raisons. La première, c'est que l'Union européenne, qui est un acteur majeur mondial, a son siège à Bruxelles. Donc, nous avons un bureau de représentation qui est accrédité auprès de l'Union européenne. Mais aussi... Bureau appendice, c'est ça? Pardon? Bureau appendice. Disons que c'est un bureau comme les bureaux de représentation dans les pays. Voilà, c'est un bureau de l'UEMOA en bonne et due forme à Bruxelles et qui travaille étroitement avec l'Union européenne. Vous inclinez chaque fois devant l'Union européenne? Non, évidemment non. Est-ce que vous avez la preuve que l'Union s'est inclinée devant l'Union européenne? Non. C'est-à-dire que il y a une coopération avec l'Union européenne, il y a les questions commerciales, il y a les questions de développement. Donc, il y a une série de questions sur lesquelles nous travaillons en étroite collaboration avec l'Union européenne. Et il y avait une raison pour qu'on puisse mettre, vous savez, il y avait ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, qui a accompagné nos États, mais aussi les organisations régionales pendant plusieurs années. C'est des financements pour les projets de développement. Donc, il fallait gérer cette coopération-là, coordonner non seulement avec les États membres, mais coordonner aussi au niveau régional, parce qu'il y avait un appui régional. Et je vous ai dit que j'avais travaillé à l'Union européenne sur ces questions-là avant d'arriver à l'UEMOA. Voilà. Et donc, il y avait une raison que... En tout cas, c'était pertinent qu'il y ait un bureau de représentation parce que c'était l'une des coopérations les plus fortes et les plus dynamiques. Donc, c'est là où vous allez bétonner le franc CFA, c'est ça? Non. Ce n'est pas forcément par rapport au franc CFA. Vous savez que quand je parle de bureau de représentation, c'est la commission. 1 euro, non, ça représente 650 quelques. Ça, c'est lié à l'histoire. On va changer ça quand? Bon, ben, ça, c'est une autre question. Vous n'avez pas la réponse, c'est ça? Ça, c'est une autre question. Ce sont les États qui vont trancher, vous allez exécuter. Ça, c'est une question de souveraineté. Vous savez, l'UEMOA fait ce que les États lui demandent de faire. D'accord. C'est-à-dire que l'UEMOA, les États membres transfèrent une partie de leur souveraineté à l'UEMOA. Donc, ce que les compétences que les États ont transférées, c'est ce que nous gérons. Vous enterrez ça quand?
Pour ne pas trop polémiquer, franc CFA. Nous, on marque juste une pause là-dessus. Oui, bon, vous savez, moi je suis représentant de la commission. Voilà. Quand nous parlons de l'UEMOA, il y a la commission, n'est-ce pas, qui est l'exécutif de l'Union. D'accord. Mais il y a ce que nous appelons les institutions spécialisées. Il y a la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, qui a en charge la politique monétaire, ce n'est pas la commission. Voilà, donc il y a par exemple comment vous appelez ça, la Banque centrale, il y a des antennes nationales dans les pays. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si vous rencontrez les responsables de la Banque centrale, par exemple, ils vous diront beaucoup plus en détail qu'est-ce qui est fait au niveau monétaire. Mais ce qui est là, nous pouvons revenir là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Nous pouvons revenir là-dessus parce qu'il y a la réforme du franc CFA, il y a la question de l'écho avec la CEDEAO. Bon, ça, c'est une autre question. Mais j'étais en train de vous expliquer plutôt votre présence à Bruxelles. À Bruxelles, voilà. Donc, c'est de travailler avec l'Union européenne, mais travailler aussi avec les institutions des Nations Unies qui sont représentées à Genève. Voilà. Vous savez qu'il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des institutions fortes à Bruxelles. À Bruxelles et vous devez être aussi présent là-bas pour... Qui couvrent les institutions des Nations Unies qui sont à Genève, notamment l'OMC, parce que je disais tantôt qu'il y avait la question de transfert de compétences dans le domaine commercial. En principe, ça fait partie des compétences exclusives puisque nous avons mis en place une union douanière. Donc, l'UEMOA a la compétence exclusive dans ce domaine précis et nous avons, disons, il y a cette nécessité que nous ayons une représentation qui assure la liaison avec l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une représentation à Bruxelles. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yaouvi Bachassi. Vous êtes le représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Cotonou. Et sur ça, je voudrais déjà vous dire... je voudrais demander plutôt, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette participation à la vie de l'Union au Bénin? Qu'est-ce qu'on a gagné? 30 ans. Déjà, comme je l'ai dit, au niveau des 3 piliers, on peut dire que le Bénin a gagné. Parce que si vous prenez le Bénin, si vous le prenez en tant qu'État individuel, est-ce que le Bénin, tout seul, avec son économie, aurait pu résister au choc exogène dont nous parlons? D'accord. Est-ce que lui tout seul aurait pu? Non. Donc c'est parce qu'il y a cette convergence, cette synergie, cette union entre les États membres au plan économique, au plan marché commun, que l'économie du Bénin a pu résister. Lorsque vous prenez le franc CFA, nous avons parlé de dévaluation. Comparez un peu, même le franc CFA, comparez ça. Vous savez, la question même monétaire, c'est que on peut toujours argumenter. Hein. Il y a les inconvénients et les avantages. D'accord. Voilà. Si vous regardez un peu nos voisins, le Ghana et puis le Nigeria, regardez un peu actuellement quelles sont leurs difficultés en termes d'inflation. Vous voyez un peu. Alors, est-ce que le Bénin qui aurait tout seul sa monnaie aurait pu gérer une monnaie tout seul qui serait une monnaie viable? Voilà des questions qu'on peut se poser. Donc, le cadre... Mais il y a des pays quand même qui réussissent ça. Mais lesquels? C'est ce que je dis. Lesquels qui réussissent mieux? Je vous ai donné l'exemple. On a le Nigeria qui a sa monnaie, non? Oui. On a le Ghana qui a sa monnaie. Mais avec les travers, vous avez écouté qu'il y a 2 jours ou un jour seulement, on a dû augmenter le salaire minimum au Nigeria parce que l'inflation est telle que ce n'est plus tenable. Voyez-vous? Donc, il y a les travers aussi d'avoir sa propre monnaie. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. D'accord. J'ai pris les 2 exemples du Nigeria et du Ghana à dessein parce que c'est les grandes économies de notre zone. Et quand vous voyez comment ils ont parfois des difficultés avec l'inflation, vous comprendrez que ce n'est pas la monnaie seule, avoir sa monnaie seule qui est la panacée pour le développement. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que vous avez pu faire pour le Bénin? Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Parce que, de façon concrète, pour les populations. Pour les populations. Pour les populations, pour ne pas s'étendre. Je vous ai parlé des politiques sectorielles.
qui permettent de développer certains secteurs dans les États. D'accord. Je vais vous prendre deux exemples très simples. Allez-y. Lorsque je suis arrivé en 2021 avec les autorités du ministère de l'Agriculture, Élevage et Pêche, nous avons entrepris une tournée de visite des projets que nous étions en train de financer au niveau du Bénin. Et si vous prenez le domaine agricole, il y a 1000 hectares de terre qui ont été aménagés. 1000 hectares de terre. Oui, qui ont été aménagés au Bénin pour avoir une maîtrise de l'eau, de telle sorte que les populations, les producteurs ne dépendent pas uniquement de la saison des pluies, de la pluviométrie qui devient de plus en plus capricieuse vu le changement climatique. Donc, qu'est-ce que l'UEMOA a fait dans ce domaine à travers la politique agricole de l'Union, PAU dont j'ai parlé? C'est qu'au niveau du Bénin, il y a 1000 hectares de terre qui ont été aménagés pour avoir cette maîtrise de l'eau et permettre aux populations de produire en toute saison. Voilà. Et je vous donne deux exemples très forts. C'est que à Malanville, c'est 400 hectares qui ont été aménagés avec des stations de pompage sur la Sota, un affluent du Niger, qui ne tarit pas. Donc, en toute saison, les machines pompent de l'eau et irriguent 400 hectares à Malanville pour les producteurs. Voilà. Parce qu'on a constaté que le riz était un problème pour notre union. Les populations consommaient beaucoup le riz, mais le riz était largement importé, sinon exclusivement importé de l'extérieur. Voilà. Donc, à ce niveau-là, par exemple, nous avons fait notre tournée, nous avons vu comment les producteurs étaient très enthousiastes par rapport à ces aménagements. Et dans la tournée également, nous avons ce que nous appelons le programme hydraulique multi-usage pour la sécurité alimentaire. Et lorsque nous sommes allés à Materi pour cette visite-là, il y avait un petit souci entre l'entreprise qui a fait les aménagements et puis les populations. Parce que quand on parle de programme, c'était un programme pilote où il y a de l'eau pour les populations, il y a de l'eau pour... on a aménagé des abreuvoirs pour les animaux. On a aménagé également pour la production et puis comment vous appelez ça, des bassins piscicoles. Voilà. Donc, lorsque nous sommes arrivés, il y avait un souci entre l'entreprise et les populations parce que les populations voulaient avoir accès à l'eau avec les aménagements qui ont été faits. Et comme il n'y avait pas encore de réception, l'entrepreneur ne voulait pas parce que s'il y a dégradation, au moment de la réception, on va faire des réserves, on lui demandera disons, de corriger cela. Voilà. Donc ça fera des frais, il ne voulait pas. Il a fallu que notre passage permette de dénouer cette situation. Ça, c'est, disons, quelques exemples au niveau agricole. Et il y a aussi, il faut produire, mais parfois il faut stocker. Sinon, systématiquement, il faut stocker. Mais il faut stocker comment et où? Donc, au Bénin, nous avons construit plus d'une vingtaine de grands magasins, des magasins de grande capacité. Vous allez voir plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine de magasins de grande capacité. Dont un magasin fonctionnel. Fonctionnel, bien entendu. À Malanville, par exemple, il y a un grand magasin là. À Glasgow, un grand magasin là. Et je vous ai dit que depuis 2 ou 3 ans, il y a un promoteur privé qui s'est installé avec des rizeries pour transformer le riz. Parce que pendant longtemps, une bonne partie était plutôt exportée au Nigeria. Parce qu'il n'y avait pas d'usine de transformation. Mais là, depuis quelque temps, ils sont là. Et ce qui m'a réjoui en son temps, c'est qu'on a fait, je crois, en 2022... consommer local et à la fin avec le ministère du Commerce, l'Industrie et du Commerce, et à la fin les promoteurs de ces rizeries-là qui ont installé une rizerie à Malanville et puis à Glasgow étaient enthousiastes de venir me voir pour indiquer qu'ils sont contents de me rencontrer. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont installé leur usine à Glasgow et puis à Malanville, ils achètent aux producteurs qui, en partie avec les aménagements que l'UEMOA a fait, mais aussi
ils étaient très contents parce que ça leur a facilité la vie, les grands magasins de stockage des récoltes. Okay. Donc, ils ont installé leur usine et ils utilisent justement ces magasins pour stocker. Et ils sont même demandeurs à l'UEMOA de pouvoir en faire plus parce que déjà c'est insuffisant. D'accord. Ils ont occupé l'espace, mais ils veulent encore. Voilà. Donc ça c'est le volet agricole. Mais vous allez voir aussi que nous avons fait des forages à travers le programme hydraulique régional. Plus de 500 forages. À motricité humaine dans les hameaux les plus reculés pour donner l'accès de l'eau potable à la population. Voilà. Donc, ça fait partie. C'est un complément. Vu les modestes moyens dont dispose l'UEMOA, nous appliquons un certain nombre de principes. La subsidiarité, c'est-à-dire que c'est lorsque nous avons une valeur ajoutée que nous le faisons. Donc, par exemple, l'eau potable en milieu rural, l'électrification en milieu rural, vous voyez un peu. Donc, ce genre d'initiative, nous avons les énergies renouvelables à travers l'énergie photovoltaïque, où nous avons, en tant que commission, été pratiquement pionniers dans le domaine. Face à la crise énergétique, il y a un certain nombre de projets qui ont été développés, parce qu'il y a ce qu'on appelle le PRODER, le projet régional de développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui a permis, aujourd'hui, il y a volet 1, volet 2 pour plus de 4 milliards, et qui ont permis de construire des mini-centrales solaires dans les localités les plus reculées. Et à côté de ces, disons, en dehors du système d'éclairage qui est mis en place pour les populations, disons, on y ajoute un système d'adduction d'eau avec le pompage solaire. Voilà, pour donner également l'eau à la population. Et nous sommes à la phase 2 de ce Toutes ces informations sont disponibles? Bien entendu, bien sûr, c'est public, c'est pas caché. C'est pas caché du tout. Si vous permettez, on va prendre quelques auditeurs parce que le temps de les recevoir, on a consommé beaucoup de minutes, c'était bien. Quand même votre intervention, on va prendre le tout premier rapidement avant de passer donc à la suite de l'émission. C'est bon, j'ai quelqu'un, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Oui, votre nom? Philippe d'Almeida. D'accord, nous écoutons monsieur d'Almeida. Ok. Justement, je remercie votre invité. D'accord. Je lui dis qu'il est à la hauteur de la tâche et il a fait une parfaite émission et je pourrais regretter de n'avoir pas suivi cette émission. D'accord. Maintenant, le secteur dans lequel je lui suivais pour qu'il l'UEMOA s'investisse le plus, c'est le secteur de l'éducation. Puisque en parlant maintenant, il a parlé de lui-même, un peu de son processus à l'école en tant qu'étudiant. Et lorsqu'il y avait une disparité entre la scolarité à payer entre lui et les nationaux, il s'imagine si ses parents n'avaient pas les moyens de le soutenir, ce qu'il deviendrait aujourd'hui. Et donc, il a eu aussi à parler de l'insécurité dans l'espace UEMOA. C'est pour dire que les différents États sont à laisser trop la main libre au secteur privé dans le sens de l'éducation au point où la population a l'impression. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, si vous n'avez pas les moyens financiers, vos enfants ne peuvent pas étudier. D'accord. Voilà qu'à côté, il y a le réseau de terrorisme qui guette la jeunesse pour être enrôlé. D'accord. Et donc, si les différents États intervenaient dans ce sens, on pourrait leur valider la voie. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va retenir que cette unique question pour donner... Oui, oui. Allô? Oui. Je voulais dire à M. Yaoui, d'accord, merci. Merci beaucoup à vous. Ça, c'est un piment pour le départ. On prend un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Sébastien Nokhoso, je m'appelle. Nous vous écoutons très très rapidement. Ah, très rapidement. Bon, oui, comment oui. je vais faire? Okay, allez-y. Bon, ok. Et je salue votre invité. Nous l'avons écouté. Nous allons demander
comment ils communiquent dans des pays où ils sont représentés. Parce que nous avons la chance que la radio Koto les a invités, nous avons écouté. Mais ce qui concerne le peuple, ce qui intéresse le peuple, c'est comment faire le commerce, traverser l'autre frontière pour aller de l'autre côté, comme nous sommes dans un pays, ensemble dans une même communauté, quoi. Et deuxième question, vous avez esquivé la question du journaliste tout à l'heure sur ce qui concerne le franc CFA, qui est coupé depuis 1945 à Chamalières, la Banque de France. Nous avons pris notre indépendance maintenant. Comment pourrez-vous faire pour que notre indépendance, nous aurons l'indépendance dans nos monnaies aussi? C'est très, très important pour nous. Merci. Voilà, c'est une question politique. Merci. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosso. On prend un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. On m'appelle Simon Narcisse Holonou. D'accord. Narcisse Holonou, nous vous écoutons. Je voudrais demander au représentant résident si la visite technique en matière de transport, la visite technique au Togo n'est pas valable au Bénin. Première question. Deuxième question. Est-ce que l'UEMOA est fait et un courant que certains pays européens payent et entretiennent les terroristes pour que ces terroristes déstabilisent notre pays et les différents pays qui sont menacés par les terroristes? C'est tout? Oui. On a compris. Première question. Est-ce que pense le représentant résident des pays de l'AS qui sont devenus maintenant une confédération, alors que ces pays-là sont bel et bien dans cette union? Ils parlent du Mali, Niger, Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci pour vos questions. On va poursuivre et prendre encore un autre intervenant. Bonjour. Quelqu'un n'est pas là pour l'instant. On va donc revenir sur le plateau et répondre à ces questions rapidement. Oui, monsieur le représentant résident, vous avez la parole. Merci. Merci bien. Je pense que en ce qui concerne le premier intervenant, monsieur Dalméda, il a parlé d'intervenir, que l'UEMOA travaille davantage dans le secteur de l'éducation. Bon, et puis la question de l'insécurité. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que l'éducation vous préoccupe? Bien entendu. C'est surtout l'argent seulement. Non, bien entendu que l'éducation nous préoccupe. Lorsque nous parlons de politique sectorielle, l'éducation en fait partie. D'accord. Et lorsque nous parlons de principe de subsidiarité, vous allez voir que ce soit les États ou les partenaires au développement, les gens mettent beaucoup plus l'accent à l'éducation de base. D'accord. Voilà. Et le primaire notamment, on veut que les gens puissent être scolarisés, puissent être alphabétisés, ainsi de suite. Donc, les gens y mettent les moyens, surtout les partenaires au développement. Dans ce domaine-là, oui. Par contre, l'enseignement supérieur est un peu délaissé. L'enseignement supérieur est un peu délaissé et donc l'UEMOA a beaucoup plus travaillé sur l'enseignement supérieur. Parce que pour un développement, il nous faut des cadres compétents. Il nous faut des ingénieurs. Il nous faut des compétences qui vont au-delà de savoir lire et écrire. Voilà. Donc, ce qui fait que sur la base de ce principe où on intervient que là où on a une valeur ajoutée, l'UEMOA travaille surtout dans l'enseignement supérieur. Et lorsque nous parlons de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que l'UEMOA a fait? Déjà, le système licence, master, doctorat, LMD. Au fait, vous allez voir que dans tous les États membres aujourd'hui, c'est ce système qui est appliqué. Et c'est à la suite d'une directive de l'UEMOA. Parce que c'est le système mondial aujourd'hui, pour permettre une mobilité d'abord des étudiants entre les universités de l'Union, il faut que ce soit le même système. Mais il faudrait aussi que pour la mobilité des étudiants au niveau international, que ce soit le système international que nous puissions appliquer dans notre zone. Donc le système LMD, par exemple, le système LMD est une initiative de l'UEMOA et nous avons accompagné un certain nombre d'universités pour pouvoir se réformer et puis s'adapter à ce système LMD. En dehors de cela,
nous avons ce que nous appelons les bourses d'excellence. Okay. Les bourses d'excellence, tous les ans, actuellement, il y a une dizaine d'étudiants par pays qui sont bénéficiaires de ces bourses-là et qui permettent dans certains secteurs très porteurs de financer les bourses la bourse d'au moins 10 étudiants par pays. Donc, que ce soit l'UAC ici ou l'université de Parakou, d'autres universités du Bénin, il y a la possibilité de postuler. Donc, il suffit, la sélection est faite. Voilà, il suffit de consulter régulièrement le site. Je crois que c'est publié courant mars-avril. On consulte et puis quand on remplit les conditions, on postule et on peut bénéficier de cette bourse d'excellence UEMOA si on remplit certains critères. Moi, je retiens que le secteur éducatif n'est pas oublié par l'UEMOA. N'est pas oublié. Et surtout, un point important pour vos auditeurs, c'est la question du bac harmonisé. Vous savez, avant UEMOA, je pouvais passer mon bac au Bénin. Si j'ai échoué, je vais essayer de passer le bac dans les autres pays. Il n'en sera plus question. Et donc, nous sommes en train de travailler pour harmoniser le bac. Il y a actuellement une période unique pour lesquels les élèves passent leur baccalauréat dans l'Union, qui ne permet plus de tricher. Et puis, nous travaillons sur les curricula pour que ce soit un bac unique. Un bac, lorsqu'on l'obtient, c'est un bac régional, avec les mêmes épreuves et même période d'administration des épreuves et tout ça. Donc, avec les ministères des enseignements supérieurs, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. En tout cas, pour ne dire que ces exemples de réforme ou d'intervention de l'UEMOA dans l'enseignement supérieur. Communication en panne. Sébastien Yonkosou en parle. Oui, communication en panne. Non, au fait, dans les pays, qu'est-ce que nous faisons pour la communication? Déjà, au niveau des bureaux de représentation, chaque année, nous avons des activités de sensibilisation. Voilà, nous avons des activités de sensibilisation. Par exemple, cette année, nous avons choisi de dupliquer la conférence qui a été faite à Cotonou, à l'intérieur, dans les départements, notamment avec les universités. Voilà. Donc après ceci, nous allons voir avec les universités quelle serait la période la plus propice pour pouvoir le faire. Et nous le faisons aussi pour les autres catégories socio-professionnelles où nous faisons des activités de sensibilisation. Sans compter que le citoyen lui-même devrait s'intéresser à l'Union. Et l'Union a un site. C'est www.uemoa.int. Voilà, où on peut avoir toutes les informations possibles sans compter les autres canaux de communication, les YouTube et les trucs en ligne. Voilà, où on peut avoir des informations sur l'Union. On peut dire que c'est une solution facile, non? Mettez un peu de moyens dans la com pour faire vivre les agences de communication. Non, en fait, nous avons par ailleurs une direction de la communication à la commission et qui a un réseau de journalistes dans les États. Voilà. Qui sont formés et qui sont chargés de relayer, disons, les informations sur l'UEMOA. Sébastien Yonkosou dit que vous avez esquivé la question sur le franc CFA. La question sur le plan franc CFA, je n'ai pas esquivé. Comme je l'ai indiqué, c'est que nous pouvons revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut y dire? J'ai indiqué qu'à ce niveau-là, déjà, c'est une question de souveraineté des États. Parce que ça ne fait pas partie des choses que la Commission gère. Non seulement ce sont les États, mais les États avec la Banque centrale. Voilà. Bon, donc, peut-être qu'il a envie d'entendre votre opinion personnelle. Non, évidemment, mon avis personnel ne compte pas. Ne compte pas. D'accord, on va pas insister là-dessus. On tombe sur les questions de Narcisse Rolonou qui parle de visite technique, validité partout. Non, en principe, non, en fait, bon, quand vous prenez le transport, pour parler de ce cas précis, il y a le carnet, le Brune CDAO, qui permet, lorsqu'on a une assurance, d'aller d'un État à un autre. Ce que la CDAO a déjà fait, nous, on ne va pas le répéter. Ça, c'est déjà une information que je porte. C'est-à-dire quand vous faites votre assurance, on vous donne le truc avec CDAO pour que s'il y a un incident dans un État quelconque, que l'assurance puisse le couvrir.
Voilà. Ça, pour la visite technique aussi, je ne crois pas que ça, c'est la première fois que le problème se pose. Mais nous, par exemple, nous sommes à Ouagadougou et nous voyageons dans la sous-région avec nos véhicules. La visite technique, elle est valable. Si vous avez une visite technique du Bénin, il n'y a pas de raison que les autres ne la reconnaissent pas. Voilà. Donc, normalement, il y a une reconnaissance mutuelle des visites techniques et je ne pense pas qu'il y ait eu un problème particulier par rapport à ça. S'il y en a, on pourra toujours en parler. Voilà. Il parle du terrorisme, il va même jusqu'à indexer les pays développés comme quoi ils sont derrière donc ces coups de force et tout. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bon, vous savez, moi, je n'ai pas la preuve. Vous n'êtes pas spécialiste en sécurité. Non seulement je ne suis pas spécialiste, je n'ai aucune preuve au stade actuel pour indiquer que certaines puissances font ci ou ne fait pas ça. D'accord. Voilà. Donc, à ce niveau, bon, l'UEMOA déjà, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un domaine politique, un domaine sécuritaire. Actuellement, ce que l'UEMOA fait dans ce domaine-là, c'est les États qui ont décidé, il y a quelques années seulement, je crois 5 années maintenant, de développer une politique paix et sécurité. Et nous avons créé une délégation à la paix et à la sécurité au niveau de l'UEMOA, au siège de la commission, qui travaille avec les forces de sécurité et les forces de contrôle de police pour une coopération, échange d'informations, interconnexion des systèmes pour pouvoir partager les renseignements et tout cela. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces volets-là, étant entendu que le côté le plus fort, on peut dire ça comme ça, est géré au niveau CEDEAO où ils peuvent avoir une force d'attente qu'ils peuvent mobiliser, qui peut avoir des interventions dans les pays, mais il y a un partage aussi, une répartition des rôles entre la CEDEAO et l'UEMOA pour que ce que la CEDEAO fait, que nous ne puissions pas le faire. Donc, pour me résumer, ce que les États membres nous ont demandé de faire, nous le faisons. D'accord. Voilà. Et maintenant, je crois qu'il a parlé aussi de l'AES. Oui, ça c'est une question que j'ai réservée pour la fin. Mais on attaque ça en même temps. D'accord. On y va. Voilà. Parce que quand on prend ces trois pays en matière de superficie, mais si ils se détachent de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, on ne sait même pas ce qui reste. Bon. Vous n'aurez même pas de connexion. Il y aura même plus de connexion entre les États. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ces pays? L'AES qui a quitté la CEDEAO, quel est le rapport avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Pour répondre clairement à votre question, c'est que ces États membres sont encore de l'AES, sont membres de l'UEMOA. Toujours. Si vous avez bien suivi l'actualité, c'est que lorsque les opérateurs économiques qui ont des préoccupations des ressortissants en disant que quitter par exemple la CEDEAO va compliquer un peu leurs activités, leur circulation, les autorités ont toujours dit qu'ils restent membres ces États restent membres de l'UEMOA qui applique les mêmes principes. Donc au stade actuel, les trois États n'ont pas indiqué qu'ils avaient l'intention de se retirer de l'UEMOA. Donc la question de leur retrait n'est pas à l'ordre du jour au stade actuel. Ça peut venir? Ça pourrait venir, moi je ne peux rien exclure. Je n'ai pas la boule de cristal pour voir qu'est-ce qui va être décidé. Donc, mais au stade actuel où nous sommes, c'est que ces États sont membres de l'UEMOA et n'ont pas indiqué leur intention de s'en retirer. Le siège de l'UEMOA se trouve dans un pays de l'AES aujourd'hui. Voilà une preuve supplémentaire. S'il y avait une difficulté particulière avec les États de l'Alliance du Sahel, peut-être que l'UEMOA aurait déjà déménagé de siège. Voilà. Donc vous êtes confiant? Nous sommes confiants. Nous n'avons aucune raison de ne pas avoir confiance. Au stade actuel, en tout cas. Et ce n'est pas nouveau. Vous savez, même avant, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Vous savez qu'avant l'AES, il y avait ce qu'on appelle l'ALG, l'autorité de développement du l'Iptako Gourma. Voilà, l'ALG qui a aussi son siège à Ouagadougou et qui travaillait avec les trois pays parce que à cause de leur spécificité. C'est des pays enclavés, c'est des pays qui ont un certain nombre de ressources à gérer. Donc, il y avait une autorité
développement de la zone du Liptako-Gourma. Donc peut-être que ce qui s'est ajouté, c'est le fait qu'il y a une alliance de défense et une alliance militaire, et en plus du fait que ces États vont vers la Confédération. Okay. Mais le fait d'appartenir à plusieurs organisations n'est pas nouveau. Ce fait-là n'est pas nouveau parce que... Donc rien ne change pour vous? Pour nous, rien ne change. Si vous prenez CEDEAO, il y a UEMOA, les deux sont sur le même espace. D'accord. Il y a l'UEMOA, il y a aussi le Conseil de l'Entente qui sont dans le même espace. En dehors de l'UEMOA, il y a aussi le SILS, dont nos États sont également membres. Donc on peut dire que tout ça c'est une comédie, c'est ça? Non, ce n'est pas une comédie. Est-ce que ces États ont annoncé qu'ils se retiraient de l'UEMOA? D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, en tout cas au stade actuel, nous n'avons aucune information qui nous indique que ces États-là se retireraient. Ces États ont célébré les 30 ans? Ben, ils vont le célébrer. En tout cas, chacun avec son calendrier, c'est ça? Voilà, c'est prévu dans chaque État. Mais évidemment, c'est ce que la commission, notre siège, a prévu. Chaque bureau s'organise avec les autorités nationales. Donc ici, avec le Bénin, on a pu le tenir le 18. Je crois que très prochainement, il y en aura en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai indiqué que le 10 janvier, ça a commencé à Ouagadougou. Tout à fait. Au siège. Voilà, donc des deux, il ne reste que des trois, il ne reste que les deux. Donc, il y aura un calendrier pour le Mali, il y aura un calendrier pour le Niger. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. On retourne maintenant sur notre page WhatsApp pour relever également quelques questions. Il y a Maurice Ogouchi qui a posé une question. Non, qui a posé 3 questions. On va voir si on peut répondre aux 3. Pensez-vous que ce sont les investisseurs étrangers qui doivent industrialiser notre pays? Évidemment, on va faire vite d'ailleurs. Évidemment, si vous regardez un peu les politiques de nos États membres et même de la Commission, quand on parle de politique industrielle commune, aucun État ne va se développer rien que par les investisseurs étrangers ou par les investisseurs nationaux. Je crois que les deux sont complémentaires. Il y a les investissements nationaux, mais il y a aussi les investissements étrangers. Et ce qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est d'un côté. Nous n'avons pas encore une maîtrise de la technologie et ce n'est pas une honte de le dire. Dans les années 1960, si vous prenez la Corée, la Chine et tout, on était au même point, n'est-ce pas? Mais progressivement, il faudrait travailler que nous puissions nous approprier la technologie et que nous ayons des investisseurs aussi nationaux qui le fassent. Et notre objectif, c'est beaucoup plus promouvoir d'ailleurs les investisseurs locaux. Sinon, à la fin, c'est que notre économie sera toujours extravertie. C'est-à-dire que c'est les étrangers qui viendront faire leurs bénéfices ici et puis voilà. D'accord. On va poser donc sa deuxième question. Nos pays sont-ils obligés d'ériger nos institutions et organismes au format et exigences de l'Union européenne? Ce n'est pas une exigence. Parce qu'on se réfère souvent à ces institutions à l'étranger pour définir les choses. Non, l'Union européenne n'a rien exigé du tout. Et lorsque vous travaillez sur un sujet particulier, si vous voulez faire aujourd'hui une bicyclette, vous n'allez pas aller inventer la bicyclette. Vous allez vous fonder sur ce qui existe déjà et puis essayer d'améliorer, la faire fonctionner à l'énergie solaire, à je ne sais pas quoi. Donc vous pouvez apporter une amélioration, mais vous n'allez pas réinventer cela. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'Union européenne et ce n'est pas une honte que de le dire. C'est-à-dire que si vous regardez l'humanité tout entière, l'organisation la plus avancée aujourd'hui en termes d'intégration régionale, c'est véritablement l'Union européenne. C'est vrai que de notre côté, si vous prenez l'UEMOA, c'est sûr que c'est aussi un modèle d'intégration entre pays en développement. C'est l'une des organisations, je dirais, au monde, après l'Union européenne, à avoir divers États qui partagent la même monnaie. Eux, ils sont partis au niveau de l'Union européenne des politiques économiques pour arriver à une monnaie commune. Nous, on a suivi un processus inverse, c'est-à-dire que nous avions une monnaie commune et on n'avait pas de politique économique, ce qu'on a mis en place. Donc, nous ne copions pas ce qu'ils font, mais nous nous inspirons de ce qu'ils font. Voilà. Lors de notre conférence sur les acquis des 30 ans, par exemple, nous nous sommes inspirés, nous avons parlé d'un point bien particulier, d'un processus inédit qui n'existe dans aucune organisation dans le monde, que nous avons mis en place au niveau de l'UEMOA, et les gens de plus en plus veulent s'inspirer de cela. Parce que le droit ne vaut que lorsqu'il est appliqué. Donc, pour l'appliquer, soit vous avez la sanction judiciaire, soit vous avez
des moyens que vous vous donnez pour que ce droit-là soit appliqué. Donc, les directives que nous prenons au niveau de l'UEMOA, les règlements que nous prenons au niveau de l'UEMOA et qui s'appliquent dans les États membres, il faudrait s'assurer que c'est appliqué. Voilà. Et comment on fait? On avait l'option de suivre le contentieux, c'est-à-dire à traire les États devant la Cour de justice, ou alors mener un dialogue avec les États. Et nos autorités au plus haut niveau, les chefs d'État, ont mis en place depuis 2013 ce qu'on appelle la revue annuelle qui permet à la Commission et aux États de passer en revue les textes qui doivent s'appliquer et voir s'ils sont vraiment appliqués. Et s'ils sont appliqués et s'ils ne sont pas appliqués, quelles sont les difficultés rencontrées et comment on peut les mitiger. Et donc, il y a une rencontre technique qui fait le point et après, le président de la commission présente cela au chef d'État, disons au chef du gouvernement. C'est au chef du gouvernement et dans les pays où il n'y a pas de premier ministre, chef de gouvernement c'est premier ministre, mais dans les États comme le Bénin où il n'y a pas de premier ministre, c'est présenter les résultats de la revue sont présentés au chef de l'État. Et par exemple, la dernière revue, au mois de mai passé, là, il y a eu cette rencontre-là entre le chef de l'État du Bénin, son Excellence Patrice Talon, et puis le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, pour faire le point de l'application des textes par le Bénin. Et le Bénin a plus de 72% d'application de ces textes-là. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit pour vous dire que ce n'est pas du mimétisme, mais nous nous inspirons de ce que les gens font et nous améliorons à notre niveau parce que ça, cette revue-là, c'est un peu le dialogue, l'arbre par l'arbre africaine. On discute de qu'est-ce qui ne va pas et comment on résout le problème au lieu d'aller au contentieux. D'accord. Dernière question sur notre page WhatsApp. Bonjour, M. Naoum. Nous saluons la présence dans les locaux de Radio Cotonou du représentant de l'UEMOA, à qui nous posons donc la question suivante. Comment l'UEMOA contribue-t-elle à la stabilité monétaire et financière dans la région? C'est une question posée par le professeur Hubert Théodore Ahimankin. Comme nous l'avons expliqué, c'est que l'UEMOA a été créé à la veille d'une dévaluation. 10 janvier 1994, création de l'UEMOA, et 11 janvier 1994, dévaluation du franc CFA. Donc, vous vous rendez bien compte que 30 ans durant, il n'y a pas eu de dévaluation. N'est-ce pas? Donc, c'est la preuve que notre monnaie a été résiliente. Donc, par le développement des politiques économiques et tout ce que nous avons expliqué jusque-là. Voyez-vous, moi, je vous ai dit qu'il y a une institution spécialisée, la BCAO, qui s'occupe des questions monétaires. C'est sûr que si c'est un responsable de la BCAO que vous aviez à votre micro, il vous expliquerait davantage comment la politique monétaire est menée, mais ce que nous, en tant qu'Union économique et monétaire, nous faisons, c'est par ces politiques macroéconomiques, par la création d'un marché commun, par les politiques sectorielles pour développer différents secteurs, pour développer une économie forte qui soutienne notre monnaie. Parce que j'ai commencé en disant que dans toutes les économies et toutes les théories économiques vous diront que c'est l'économie qui soutient la monnaie. Donc c'est la valeur de votre économie qui détermine la valeur de votre monnaie. Voilà. Donc si on n'a pas dévalué en 30 ans, c'est que la vision des pères fondateurs a été juste. Sinon, s'il n'y avait pas eu, certainement, l'UEMOA, il y aurait eu déjà d'autres dévaluations. D'accord. Alors, en somme, quelle est la collaboration qui existe entre votre bureau et le ministère des Finances de notre pays? Est-ce que le courant passe très bien? Merci. Est-ce que le courant passe très bien? Déjà, je voudrais dire que l'UEMOA a une spécificité et en comparaison avec d'autres organisations et d'autres chancelleries, d'autres missions diplomatiques qui ont pour ministère de référence les affaires étrangères, l'UEMOA, comme c'est une union économique, nous travaillons beaucoup plus avec le ministère de l'économie et des finances. Parce que en dehors de la commission qui est l'organe exécutif, vous avez ce que nous appelons le Conseil des ministres, qui réunit 2 ministres par État. Et le ministre statutaire qui ne manque pas à ce conseil, c'est le ministre de l'économie et des finances. Voilà, qui siège pour adopter les textes, les réformes et tout, c'est ce ministère-là. Donc, pour revenir à votre question... parce que ça se passe bien. Ben, ça se passe bien, ça se passe très bien. Notre ministre est chiant, c'est ça? Il nous fatigue? Moi, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai demandé, moi.
J'ai demandé. C'est pourquoi je dis, est-ce que ça se passe bien? Oui, dites-nous. et je vous réponds que ça se passe bien. Ah, ça se passe bien. Très bien, parce que pour organiser par exemple le 30e anniversaire, Oui. cela a été fait sous son parrainage. C'est sous le parrainage du ministre de l'économie, le ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances. D'accord. Et nous avons mis en place au niveau du bureau un comité d'organisation de cette célébration et le ministère a désigné un représentant qui a pris part de bout en bout à tous les travaux d'organisation. Et vous avez vu qu'au niveau de la soirée de la célébration, il y a un représentant, il y a eu son représentant qui est le directeur général de l'économie, qui l'a représenté, qui a dit son discours. Donc, bon, je ne sais pas d'où vient la question, mais évidemment, ça se passe très bien. Moi, je pose juste des questions ici. C'est ce que c'est ma mission sur ce plateau. Votre mot de fin pour clôturer cette émission à présent. Donc, déjà, vous remercier pour votre invitation. Oui. Remercier tous les auditeurs qui ont manifesté un intérêt particulier à cette émission. Et puis, pour le 30e anniversaire de l'UEMOA, souhaiter joyeux anniversaire à toutes les autorités et à toutes les populations de notre union, et en l'occurrence les autorités et populations du Bénin. Et puis souhaiter surtout que pour les prochaines années, notre modèle d'intégration est un des meilleurs au monde, sans fausse modestie. Vous ne trouverez pas en dehors de l'Union européenne une organisation d'intégration régionale comme celle de l'UEMOA. L'UEMOA partout est citée comme l'organisation, l'une des organisations de référence entre pays en développement. Vous savez, si ça n'existait pas, on allait voir un peu plus les conséquences. Mais notre souhait est que nous puissions préserver notre union, que nous puissions trouver des solutions pour limiter les chocs exogènes. Voilà, surtout les questions, les défis sécuritaires, les questions de la paix, et que nous puissions avoir une organisation, une union beaucoup plus prospère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yaovi Bachassi. Vous êtes représentant résident de l'Union économique et monétaire, de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA Cotonou, à nouveau merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3, Radio Cotonou, la fréquence municipale. Je vous souhaite une bonne écoute et bonne journée dominicale. Merci.